Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Criminum. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous. Aujourd'hui, notre histoire prend place aux États-Unis, dans l'État de Californie. Nous sommes à la fin des années 1960, le lendemain de Noël. Michael et Dale Desnoyers forment un couple uni lorsqu'ils accueillent leur premier fils, Christopher, dit Chris, le 26 décembre 1967. Suivra bientôt une petite fille nommée Sherry. Malheureusement, quelques années plus tard, le couple se sépare. Michael et Dale retrouvent respectivement l'amour, lui dans les bras d'une femme prénommée Velma McGraw, et Dale se marie une seconde fois à un homme nommé Jackson Villarta. Sherry part vivre avec sa mère à Salinas en Californie et Chris reste avec son père à environ 2 heures de route. En décembre 1982, quand Chris a 15 ans, il part finalement vivre à Salinas avec sa mère, son beau-père, sa sœur Sherry et les 3 autres enfants qu'ont eu Dale et Jackson. Chris et Sherry sont les plus âgés de la fratrie et babysitent souvent leur petit frère, qu'ils aiment d'ailleurs beaucoup. Chris est un jeune homme doux et aimant, avec la volonté féroce de protéger ceux qu'il aime. D'après son père, Michael, Chris est une personne joyeuse et gentille. Il est charismatique et chaleureux et a ce genre de magnétisme qui attire les autres. Il est sportif et est dans l'équipe de football de son lycée. Il adore partir faire des tours en vélo avec son meilleur ami, Robert, qui habite juste en face. Il confie à son ami d'ailleurs qu'il attend avec impatience de finir le lycée pour quitter la maison. Car en effet, Chris a malgré tout du mal à vraiment s'intégrer dans sa nouvelle famille. Ayant vécu avec son père en tant qu'enfant unique pendant la majorité de sa vie, il se rend alors compte que la dynamique familiale chez sa mère est beaucoup plus stricte, surtout à cause de son beau-père, Jackson. Apparemment, Jackson fait une différence de traitement entre ses enfants à lui et Chris et Sherry, à qui il demande bien plus et envers qui il est beaucoup plus dur et autoritaire. En juin 1983, la famille déménage au 248 Navarro Drive, dans la même ville, pour une maison plus grande. Mais l'argent ne coule pas à flot et est un problème pour le couple. Et puis, Michael Desnoyers, le père de Chris et Sherry, ne paie pas de pension alimentaire à Dale, ce qui est une source quotidienne de disputes entre elle et Jackson. Un jour, Jackson offre à Chris et Sherry un chiot chacun, pour leur apprendre la responsabilité. Chris devient très vite attaché au chien et s'en occupe tout le temps. Son rêve est de partir à l'université Big Sur en Californie en les emmenant avec lui. Mais malgré ce geste apparemment généreux, le comportement contrôlant de Jackson s'accentue. Ce dernier est si possessif envers ses affaires qu'il installe des cadenas sur la porte de la chambre parentale, sur son armoire et sur un grand placard dans le garage. Lui seul en détient les clés, dont il ne se sépare d'ailleurs jamais, puisque soit il les a dans la poche, soit sous son oreiller quand il dort. Il en vient même jusqu'à mettre des post-it sur ses snacks préférés, disant « Propriété de Jackson, ne pas toucher ». Mais ce comportement est uniquement tourné vers Chris et Sherry. Jackson raconte même à qui veut l'entendre qu'il les déteste et qu'il a hâte qu'ils quittent la maison. Il dit même un jour à son épouse Dale qu'il ne peut plus les supporter. Pour lui, cette animosité tient au fait qu'il trouve que Chris et Sherry sont rebelles, défiants et irrespectueux. Mais Chris, lui, ressent cette différence de traitement comme une injustice et cette rébellion ne serait que sa manière de se défendre comme il peut, et surtout de défendre sa petite sœur qui, elle, a trop peur pour dire quoi que ce soit. La mère de Chris et Sherry, Dale, a quand même mal au cœur pour ses aînés. Dans une tentative d'arranger les choses, elle emmène sa famille consulter, mais après la première session, Jackson refuse d'y retourner. Dale, qui est sûrement un peu sous l'emprise de son mari, n'essaie alors plus de régler le problème et considère que, tant pis, la situation est telle qu'elle est.
Blessé que sa mère ne les défende pas plus que ça, Chris s'énerve aussi contre elle et leur relation n'est pas vraiment au beau fixe. Il y a donc beaucoup de tension dans cette maison et cela pousse Chris et Sherry à passer le plus de temps dehors possible. Comme je le disais, Chris voit souvent son meilleur ami Robert, qui est aussi son voisin, mais aussi sa petite amie Carlotta. Le vendredi 13 janvier 1984, Chris et Sherry vont au lycée quand, de son côté, Dale emmène ses plus jeunes enfants au parc pour la journée. Ce jour-là, à la sortie des cours, Sherry part directement voir une amie alors que Chris rentre chez lui. En fin d'après-midi, Dale et ses enfants sont de retour à la maison. Vers 20h30, Carlotta toque à la porte de la maison familiale pour demander si Chris est chez lui, car ils avaient un rendez-vous de prévu, mais il n'est pas venu. Étonné, Dale monte alors à l'étage pour vérifier si Chris est là, s'il ne se serait pas endormi par exemple. Mais non, sa chambre est vide. Ce n'est pas du tout dans les habitudes de Chris de poser des lapins, surtout pas à Carlotta qu'il aime de tout son cœur et qu'il traite comme une princesse. Dale se dit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais préfère rester positive et dit à Carlotta qu'il a dû avoir un souci et que quand il rentrera, elle s'assurera qu'il l'appelle. Pas de téléphone portable à l'époque. Dale, qui n'était pas présente de la journée, demande alors à son mari, Jackson, s'il a vu Chris après les cours. Il lui dit qu'en effet, il est passé à la maison vers 16h30 avant de partir au supermarché du coin, Alpha Beta Store, mais qu'il n'en est pas revenu, qu'il a sans doute retrouvé des copains et qu'il est toujours dehors. Bon, soit. De toute manière, s'il n'est pas avec Carlotta, Chris est avec Robert. Dale sort de la maison puis traverse la route afin de sonner chez le meilleur ami de son fils. Après tout, il a peut-être oublié son rendez-vous, ou il s'est endormi, ou il n'a pas vu le temps passer. Robert est bien chez lui, mais sans Chris. Il lui dit d'ailleurs qu'il ne l'a pas vu depuis au moins 24 heures. Quand Dale explique que personne ne sait où il est, Robert lui avoue que depuis un certain temps, Chris envisageait de fuguer de la maison à cause des tensions avec Jackson et qu'il a peut-être mis son plan à exécution. Mais alors où Chris aurait-il pu aller ? On est en 1984, il n'a pas de portable, il n'a pas de voiture. La seule solution que voit Dale, c'est que Chris soit retourné vivre chez son père. Elle appelle alors Michael, mais ce dernier lui dit qu'il n'a pas parlé avec son fils depuis un certain temps et qu'il n'a aucune idée de là où il peut être. Dale, désespéré, appelle alors la police pour signaler sa disparition. Quand ils arrivent chez eux, ils interrogent les membres de la famille, Carlotta et Robert. Sans surprise, Jackson dépeint son beau-fils comme un adolescent rebelle, qui n'écoute rien et qui n'en fait qu'à sa tête, et qu'il a sûrement dû fuguer, troublé comme il est. Les policiers commencent à croire à cette version, mais Carlotta n'en démord pas. Jamais Chris ne serait parti sans lui dire au revoir. Mais de son côté, Robert, son meilleur ami, leur explique que Chris n'en pouvait plus de vivre sous le même toit que Jackson, et que l'événement qui a pu déclencher sa fuite est que 2 semaines plus tôt, Chris a retrouvé un de ses chiens morts, empoisonné par de la mort au rat, et qu'il était depuis inconsolable. Mais surtout, ce qui rendait fou de rage Chris depuis, c'est que la seule personne à avoir accès au poison, c'est Jackson. Souvenez-vous du placard du garage fermé par un cadenas. Il n'y a que Jackson qui a la clé. Chris pense donc que c'était intentionnel de la part de son beau-père pour lui faire du mal. Autre chose étrange, alors que Chris rendait visite à son père pour Noël, Jackson a décidé d'amener l'autre chien, celui qui a survécu, à une ferme. Mais quand Dale et Chris s'y sont rendus, au retour de Chris qui était furieux et qui voulait absolument récupérer son chien, les propriétaires leur ont dit qu'ils n'avaient jamais recueilli d'animal. Jackson insiste en disant qu'il l'a laissé derrière la barrière. Alors qui croire ? En tout cas, Chris n'y croit pas. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à haïr son beau-père et ne supportait tout simplement plus de le voir tous les jours. Son geste était la trahison ultime qu'il ne pouvait pas accepter. Et on le comprend. Dale, sa mère, remarque une chose étrange dans la cuisine. Le mot « bye » est noté à la craie sur le tableau et 4 $ ont été laissés dans le placard d'où il manque des boîtes de thon et de nouilles instantanées. Cela inquiète la mère de famille car elle sait que Chris ne mange pas ces choses-là.
Mais tout semble aller dans le sens de la théorie de la fugue. Et quand, le 19 janvier, soit 6 jours plus tard, Dale et Jackson reçoivent un télégramme, ou mailgramme, signé par Chris, la situation prend un tournant encore plus inquiétant. Je cite « Maman, je vais bien. Je suis en route pour Newport Beach. Je suis désolée d'être partie sans prévenir. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Je pensais pouvoir continuer à aller au lycée là-bas, mais d'autres événements se sont placés en travers de mon chemin. Jackson avait raison sur plein de choses. Je suis désolée d'avoir été impolie envers toi. S'il te plaît, prends soin de mes affaires pour moi. Je viendrai soit les récupérer, soit je demanderai à quelqu'un de le faire pour moi plus tard. On se reverra quand je serai dans la NFL. » Pour information, la NFL, c'est l'association d'équipes professionnelles de football américain. Mais d'après Sherry et le père de Chris, Michael, rien ne va dans ce message. Il ne parle pas comme d'habitude, n'utilise pas les mêmes mots, ses propos sont étranges. Jamais il n'avait parlé auparavant d'entrer dans la NFL. Et le fait qu'ils disent que Jackson avait raison semble très bizarre, surtout si on se dit qu'il aurait quitté la maison parce qu'il a tué ses chiens. Bien que de nombreux membres de la famille de Chris ne croient pas que ce soit lui qui ait envoyé le télégramme, son existence suffit à la police pour classer l'affaire et déclarer que Chris est un fugueur. Sans se laisser décourager, Dale continue à le chercher, placardant le quartier d'affiches quant à sa disparition ou se rendant sur les lieux où un témoin dit avoir cru le voir. La photo de Chris est même mise sur des briques de lait. « 14 ans passent sans que Chris ne donne de ses nouvelles. Dale et sa famille décident finalement de déménager en 1995, n'ayant plus d'espoir qu'il revienne un jour. Un jour de janvier 1998, Eric et Diana Carbajal, un jeune couple vivant à Salinas, sont en train de rénover leur maison. Eric se rend alors dans le vide sanitaire situé sous la résidence et tombe sur une chaussure. Curieux, mais bon. L'homme décide de la laisser là et continue sa journée après avoir raconté l'histoire à son épouse. Quelque temps plus tard, Eric, Diana et la sœur de cette dernière passent la soirée ensemble à la maison. Et le couple mentionne à nouveau cette fameuse basket. Les deux sœurs se taquinent et Diana parie $20 que sa sœur n'a pas le courage d'aller la récupérer. Cette dernière relève le défi et descend dans le vide sanitaire, dans le noir, une lampe torche à la main. Elle s'accroupit, se rapproche de la chaussure, la touche du bout du doigt, tire dessus pour tenter de la récupérer, mais elle ne vient pas. Elle fait un pas de plus, et c'est alors qu'elle constate, horrifiée, qu'en fait, la chaussure est toujours reliée à ce qui semble être un os humain. Choquée, elle fait demi-tour au plus vite, et la famille appelle la police, qui se précipite sur les lieux. Une équipe d'enquêteurs ouvre le sol de la cuisine pour accéder au vide sanitaire par le dessus et découvre un corps humain, désormais squelettique, couché dans un petit trou ressemblant à une tombe peu profonde, ainsi qu'une balle de pistolet. Une autopsie est pratiquée. On retrouve un trou à l'arrière du crâne avec une blessure de sortie dans la région de l'œil et un second trou dans la région de la tempe, tous deux correspondant à des blessures par balle. Également, les fractures des deux côtes correspondent à une blessure par balle par derrière. Enfin, des blessures à l'omoplate et aux vertèbres correspondent également à des blessures de balle. Eric et Diana sont interrogés. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'il se passe. Ils ont acheté leur maison récemment et ne connaissent ni le quartier, ni les anciens propriétaires. Sacrée coïncidence, toutefois, ils racontent aux policiers que quelques jours plus tôt, ils ont reçu à leur domicile une lettre de la police de Salinas adressée à Jackson et Dale Villarta, leur demandant s'ils avaient de nouveaux éléments à communiquer à propos de la disparition de Chris Desnoyers. Intrigués, les enquêteurs se penchent sur la disparition de ce jeune garçon, intervenu 14 ans plus tôt, et qui habitait dans cette maison. La coïncidence est curieuse, ça mérite d'en avoir le cœur net. Ils se saisissent de son dossier dentaire dans le but de comparer sa dentition à celle du squelette. Il s'avère donc que le squelette retrouvé sous le sol de la cuisine est bien celui de Christopher Desnoyers, disparu en 1984 sans laisser de traces. Durant toutes ces années, sa famille, ses amis l'ont cherché, pleuré, sans savoir qu'en fait il était juste là, sous leurs pieds. Étant donné le travail et le temps nécessaires pour cacher un corps sous une maison, les policiers concluent que le meurtrier de Chris doit être quelqu'un avec qui il vivait dans la maison, quelqu'un de sa famille, ce qui réduit grandement les possibilités.
Toutefois, ne voulant pas alerter la mère et le beau-père de Chris, ils préfèrent entrer en contact avec une personne qui, selon eux, n'a pas pu lui faire de mal. Sa sœur, Sherry. La police se rend dans l'Ohio, où Sherry a déménagé depuis, pour lui annoncer la sinistre nouvelle. Elle est choquée d'apprendre la mort de son frère adoré. Interrogée, elle raconte leur adolescence compliquée au sein d'un foyer dysfonctionnel. Mais à côté de ça, il n'y a rien qui vous choque à propos du fait qu'un cadavre ait été déposé sous le sol de la cuisine? Ça devait sentir très mauvais. Les enquêteurs, curieux de savoir, interrogent Sherry sur l'odeur qui devait régner dans la maison. Elle confirme et précise que ses parents avaient dit à l'époque qu'un serpent de compagnie était probablement mort quelque part sur la propriété. Sa réponse ne fait que renforcer les soupçons des autorités. D'après Bob Eggers, un ancien inspecteur de police de Salinas, je cite, « L'odeur d'un corps qui se décompose, vous ne l'oubliez jamais. C'est une odeur si à part que l'histoire du serpent n'avait aucun sens. Cela nous a dit que, oui, il vivait là et qu'il savait que quelque chose n'allait pas. » La police suspecte Jackson et Dale Villarta et les font venir au commissariat pour leur annoncer le décès de Chris. Puis les interroge séparément. Dale semble bouleversée. Elle leur dit qu'elle pensait que son fils était encore en vie quelque part. Elle leur parle de la relation conflictuelle entre Chris et son beau-père, puis répète la même histoire au sujet du serpent. Jackson, de son côté, paraît moins triste. Mais bon, chacun réagit comme il peut. Il admet que Chris et lui ne s'entendaient pas bien, mais répète que d'après lui, Chris a fugué. Lorsque la police lui révèle qu'il a été tué par balle et enterré sous la maison familiale, il reste remarquablement calme. Il insiste étrangement sur le fait qu'il n'y a pas eu de mauvaise odeur dans la maison, alors que ça contredit les affirmations de Dale et Sherry. Les enquêteurs ont peu de doutes sur l'identité du tueur de Chris. Pour eux, il s'agit de Jackson, son beau-père, car il ne s'entendait pas bien avec lui, c'est la dernière personne à l'avoir vu ce jour-là, c'est la seule personne de la maison ayant assez de force pour tirer le corps jusqu'au vide sanitaire, creuser rapidement dans la terre et mettre le corps à cet endroit, et il se contredit sur beaucoup de choses. Ils lui mettent la pression pour qu'il avoue, mais Jackson ne lâche pas le morceau et continue à nier. Le 28 janvier 1998, la police procède à une perquisition au domicile de Villarta. Ils saisissent un revolver Colt Python et une boîte de munitions dans un placard fermé à clé. Le 15 mai 1998, Jackson Villarta est accusé de meurtre au second degré par arme à feu, c'est-à-dire meurtre sans préméditation. Malheureusement, le premier procès se solde par un vice de procédure. Le 31 janvier 2000 s'ouvre un second procès. D'après Dale, à l'époque, Jackson n'était pas bouleversé par la disparition de Chris. Il ne l'a jamais consolée et semblait même contrarié par le temps et l'argent qu'elle consacrait à la recherche de son fils. Un jour, Jackson déclare à un collègue que, je cite, « Dale est vraiment stupide. Elle perd tout son temps à chercher ce voyou alors qu'elle devrait s'occuper de moi. Elle est tellement bête, elle ne le trouvera jamais. » Au cours de la semaine précédant son arrestation, Jackson a brûlé plusieurs reçus. Il a également acheté une déchiqueteuse que Dale a trouvée dans une boîte dans leur chambre. Ce qui est très inhabituel de sa part, lui qui gardait ses reçus pendant des années. Concernant le mailgram, le télégramme que Chris aurait envoyé à sa famille peu après sa disparition, il a été généré le 18 janvier 1994 à 1h16 du matin et a été adressé à Dale Villarta. Comment sait-on cela si longtemps après ? C'est simple, le coût de l'envoi est apparu sur la facture de téléphone de Jackson. Il apparaît de plus que plusieurs mois après la disparition de Chris, Jackson a proposé à un certain Miguel Pena de lui vendre son revolver Colt Python pour $150. Mais Miguel n'est pas bête, il savait que l'arme valait entre 450 et $500. Et surtout, il savait que Jackson était avare. Il a donc préféré refuser la vente, soupçonnant que quelque chose n'allait pas avec l'arme, car Jackson n'aurait jamais proposé de la vendre à un prix aussi bas. Également, on apprend que Jackson était un passionné d'armes à feu et qu'il était le seul à avoir accès au Colt Python et aux munitions, qu'il conservait dans un placard fermé à clé dans sa chambre à coucher. Comme je le disais, Chris a reçu plusieurs balles et il s'avère qu'un expert a conclu que les balles retrouvées dans le vide sanitaire correspondent à des balles tirées par le Colt Python de Jackson.
Un autre expert a estimé qu'elles avaient la même composition chimique que les balles retrouvées dans le placard de Jackson lors de sa perquisition. Enfin, il a été démontré que Jackson avait bel et bien empoisonné l'un des chiens et s'était débarrassé de l'autre. Pour l'accusation, cela démontre un conflit violent entre Jackson et Chris, peu avant la disparition de ce dernier, ce qui a permis d'établir le mobile du meurtre. Bien sûr, Jackson nie avoir tué Chris. Il dit qu'il travaillait le 13 janvier 1984, le jour de la disparition de Chris. D'après lui, il est rentré à la maison vers 21h et a trouvé Dale bouleversée et en pleurs. Malheureusement, aucun relevé ne peut vérifier qu'il travaillait bien ce jour-là. Par conséquent, il nie aussi n'avoir jamais dit à Dale que Chris était allé à Alpha Beta à 16h30. Jackson nie également avoir envoyé le mailgram ou d'avoir voulu vendre son arme à Miguel Pena. Par contre, il se souvient finalement d'une odeur de pourriture après la disparition de Chris. Il admet avoir détruit les reçus dans sa chambre peu après la découverte du corps de Chris, mais maintient que c'était à la demande de Dale. Enfin, il nie avoir empoisonné les chiens, mais précise que même s'il y a des preuves suffisantes pour le démontrer, cela est admis uniquement dans le but de montrer qu'il est une mauvaise personne, ce qui, d'après la loi, est inadmissible dans un procès. Je m'explique. D'après les règles fédérales de la preuve, qui sont un ensemble de règles qui régissent l'introduction de preuves lors des procès civils et pénaux devant les tribunaux de première instance fédéraux des États-Unis, et en particulier la règle 404, la preuve du caractère ou du trait de caractère d'une personne n'est pas admissible pour prouver qu'à une occasion particulière, la personne a agi conformément à ce caractère ou à ce trait. En effet, la preuve de la moralité d'une personne est susceptible d'être utilisée dans le but de suggérer que cette personne a agi à l'occasion en question conformément à sa moralité. Cette utilisation du caractère est souvent qualifiée de circonstancielle. Par exemple, la preuve d'une disposition violente pour prouver que la personne était l'agresseur dans une bagarre, ou la preuve d'honnêteté pour réfuter une accusation de vol. Cette utilisation circonstancielle de la moralité d'une personne soulève des questions de pertinence et d'admissibilité. C'est sur ce point qu'essayent de jouer les avocats de Jackson, en expliquant que ce n'est pas parce que Jackson a fait du mal au chien qu'il a pu faire du mal à Chris. Après une journée de délibération, le jury déclare Jackson Villarta coupable du meurtre au second degré par arme à feu de Chris Desnoyers. Le 4 avril 2000, il est condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement à perpétuité, plus 2 ans pour l'utilisation d'armes, soit un total de 17 ans d'emprisonnement à perpétuité. Ce qui veut dire qu'il doit faire 17 ans au minimum avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Jackson interjette appel avec pour fondement la non-admissibilité de la preuve concernant l'empoisonnement du chien. Pour les juges, les preuves que Jackson a tué Chris sont solides, dont voici les plus importantes. Jackson détestait Chris, qu'il considérait comme irrespectueux et grossier. Lui et Dale souffraient de difficultés financières, aggravées par la présence de Chris dans le foyer et par le fait que le père de Chris ne payait pas de pension alimentaire. Chris n'avait pas d'autre ennemi connu. Durant les jours qui ont précédé la disparition de Chris, Jackson et lui se sont disputés au sujet d'une moto que Chris avait achetée sans autorisation. La même semaine, Jackson a dit à Dale, je cite, « Si tu ne sors pas ces enfants d'ici, je le ferai. Je n'en peux plus. » et a répété cette phrase à la grand-mère maternelle de Chris. Le corps de Chris a été retrouvé sous la résidence Villarta, dans le vide sanitaire. Le seul accès à cet espace se faisait par une trappe située à l'intérieur du garde-manger de la cuisine. L'emplacement du corps suggère donc que Chris a été tué par un résident qui avait accès à la maison, connaissait bien le vide sanitaire et avait une connaissance suffisante de l'emploi du temps de la famille pour ne pas être repéré. Par conséquent, d'après eux, compte tenu de ces éléments, il n'est pas raisonnablement probable qu'un résultat différent aurait été obtenu si la preuve de l'empoisonnement du chien avait été exclue. Le 17 janvier 2002, la cour d'appel confirme le jugement de première instance. Jackson est emprisonné dans la prison d'État de Solano, en Californie. Durant les années qui suivent, Jackson ne montre aucun remords et continue de nier le meurtre avant de finalement admettre sa culpabilité lors d'une audience de libération conditionnelle. Il faut savoir que chaque demande passe par une audience devant une commission, et si la liberté conditionnelle est refusée, la loi exige que la prochaine audience soit fixée à 3, 5, 7,
10 ou 15 ans plus tard, sauf en cas de changement de circonstances ou de nouvelles informations. Également, la commission examine si la personne reconnaît sa culpabilité, si elle explique pourquoi elle a commis le crime et si elle présente un risque élevé de récidive. La liberté conditionnelle a été refusée à Jackson en 2009, 2016 et 2021. Et voici comment se termine finalement la très triste histoire de Chris Desnoyers. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous